BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà le retour de quoi je me mêle, deuxième partie avec Christophe Joly qui nous a rejoint. Salut Christophe. Salut François. Christophe est journaliste et spécialisé dans tout ce qui touche à la tech, bien évidemment, un historique de cette émission. Christophe, on va plonger dans l'histoire d'un produit qui a énormément évolué ces derniers temps. Ce sont les lunettes connectées. Tu vas nous raconter l'histoire de ces lunettes et tout commence en 2012. Rappelle-toi, en 2012, TikTok n'existe pas. Ah bah non. Amazon Alexa non plus. Facebook a déjà 8 ans et a atteint 1 milliard d'utilisateurs en octobre 2012. Android double iOS pour les smartphones. L'iPhone a déjà 5 ans. Et c'est l'année de lancement des Samsung Galaxy Gear et Pebble Watch, les montres connectées 2 ans avant l'Apple Watch. Et là, si on parle en 2012 des lunettes connectées, c'est le lancement des Google Glass. Sauf que les lunettes connectées, ça remonte aux années 80. Les premiers prototypes sont attribués à Steve Mann, un chercheur canadien, qui avait développé les iTap. Donc dans les années 80, ça consistait à voir via une caméra, une caméra filmer ce que voyait l'œil et projeter une image par-dessus. Exactement ce que proposaient les Google Glass. Dans les années 80, il appelait ça la réalité médiée, une espèce de réalité intermédiaire, on va dire. Mais là, on l'a dit, il fallait attendre 20 ans avant que les Google Glass soient présentés. 20 ans. En 2012, pour le grand public, l'idée, avoir un ordinateur au bout du nez, piloté par la voix, développé par Google X, qui était le labo de Google, qui a travaillé sur ce projet pendant 2 ans, depuis 2010. L'idée, c'était de faire oublier la tech, en fait. Tu avais cette lunette sur le nez et tu oubliais complètement toutes les contraintes de la tech. Et à l'époque, Google avait présenté une vidéo. C'était assez malin de montrer un scénario d'un porteur de ces lunettes tout au long de la journée. Voilà, donc tu avais la météo au réveil, tu avais l'itinéraire affiché pendant un déplacement, des messages et appels reçus évidemment sans sortir de ton téléphone. Tu pouvais faire des photos de façon instantanée. Comment ? En fait, les infos s'affichaient au niveau de l'œil droit, à droite. Alors, ce sont des lunettes sans verre. C'est vraiment une espèce de dispositif avec une caméra un peu particulière. On en parlera peut-être après. C'est vrai que en plus, le design était un peu clivant. C'est-à-dire qu'on voyait que ce n'était pas des lunettes traditionnelles. Voilà. C'était vraiment une espèce d'ustensile d'objet connecté sur le nez. Ouais, c'était un peu bizarre. La perception, toi, tu les avais testés à l'époque. Ça équivalait à un écran de 25 pouces à 2,5 mètres en matière d'image. Tu pouvais donc faire des photos avec un capteur de 5 mégapixels. Il y avait un détecteur de mouvement avec la tête. Et pour l'audio, ça faisait appel à la conduction osseuse. Connecté en Wi-Fi, connecté en Bluetooth, tu avais une autonomie au mieux d'une journée. C'est comme un truc important et on verra dans toutes les lunettes connectées, c'est un peu le point faible. Elles étaient légères parce qu'elles ne pesaient que 50 grammes. Et à l'époque, il fallait être invité pour pouvoir les avoir. En avril 2013, elles s'appelaient les Google Glass Explorer Edition. Est-ce que tu te rappelles du prix ? C'était cher, c'était très cher. $1 500. D'ailleurs, c'était même pas disponible pour le grand public. Ça a toujours été un produit un peu confidentiel, qui était vraiment dédié aux développeurs. Et c'est le nerf de la guerre. C'est les applications tiers, c'est ça qui permet à des produits de ce type-là de fonctionner. Alors, les médias en font un accueil partagé, on va dire, c'est une vraie curiosité. C'est quoi ce truc ? Le magazine Time considère en 2012 que c'est l'une des meilleures innovations technologiques de l'année, à côté de la Tesla Model S et d'une combinaison de la NASA. C'est quand même dire pas mal ce que ça pouvait représenter. Selon Wired, c'est un objet fascinant sur le plan technologique, préfigurant le futur des wearables. Effectivement, c'est un produit novateur qui a suscité autant d'enthousiasme que de scepticisme. Tu l'as dit, son design est quand même particulier, l'autonomie était trop faible. Les usages n'étaient pas complètement définis. Et en fait, ça pouvait générer aussi de la fatigue oculaire, des étourdissements et des maux de tête. Donc, c'est quand même embêtant. Moi, je me souviens surtout de certains ingénieurs de chez Google qui sortaient dans la rue avec ces lunettes-là, qui se faisaient interpeller dans la rue par des passants, agressés aussi, insultés, parce que, comme il y avait une caméra, les gens disaient « Ouais, mais tu vas pas me filmer avec tes lunettes, etc. etc. » C'est allé loin, en fait. Voilà, c'est là le problème de ces lunettes-là, c'est que c'est le sujet du respect de la vie privée, en fait. Donc, elles ont été interdites dans des bars, dans des cinémas, dans des casinos. Ceux qui les portaient étaient moqués, on les appelait les glass holes. Donc, c'était pas très sympa. Pas très sympa à entendre. Il s'en vendra, selon les chiffres qui circulent, entre 120 000 et 150 000, principalement aux États-Unis. Donc, à l'échelle de Google, c'est pas grand-chose. Tu l'as dit, c'est un produit de laboratoire. La version grand public sera arrêtée en 2015. Ils en feront une version professionnelle de 2017 à 2023, plus puissante, avec plus d'autonomie. Mais ce sera définitivement arrêté en 2023. Si ce n'est, ça aura marqué le début de quelque chose dont on va parler. C'est
Ils ont été précurseurs en la matière. Ils vont certainement d'ailleurs y revenir un peu plus tard. Mais dans le même temps, Snapchat, on en a assez peu parlé. On avait lancé les Spectacles, qui pour le coup ressemblaient plus à des lunettes, qui étaient beaucoup moins chères, parce qu'elles étaient vendues $130. L'idée était simple pour le coup, beaucoup moins évoluée. Tu pouvais faire une vidéo, une photo et les partager directement sur Snapchat. C'était un peu l'essence même de Snapchat, de prendre des vidéos comme ça, un instant, capturées, et tu postais ça sur l'appli de ton réseau social. C'était limité aux utilisateurs de la plateforme. Dans ce succès limité, ça en serait vendu 220 000 à peu près. Mais Snapchat ne lâche pas l'affaire, puisqu'ils en sont à la 6e génération qui va être lancée cette année. Ils en lancent à peu près tous les 2 ans. Donc, ils sont encore dans le game des lunettes connectées. Et tu sais quoi, je les ai testées, cette nouvelle génération de lunettes qui est encore un peu grosse, etc., qui va s'affiner, je pense, dans les mois qui viennent. Et c'est quand même assez impressionnant parce que là, tu as donc des écrans qui te permettent de voir en holographie et c'est assez bluffant. Et donc là où ça va vraiment concerner plus le grand public, c'est quand Ray-Ban, la marque Ray-Ban qu'on connaît évidemment, a lancé les Ray-Ban Stories. Là, on est en septembre 2021. Facebook signe un partenariat avec EssilorLuxottica, qui est propriétaire de la marque Ray-Ban. La promesse est simple. C'est un peu comme pour Snapchat. Tu prends des photos, des vidéos très facilement avec tes lunettes sur le nez via 2 objectifs de chaque côté des lunettes, au bout de chacune des branches. Tu peux aussi prendre des appels, écouter de la musique en gardant ton téléphone dans la poche, sans s'attendre à la qualité d'un casque audio. Évidemment, ce sont des petits haut-parleurs à l'image des lunettes Bose, avec une qualité moindre. Donc, ça permet de passer des appels, d'écouter les infos. Mais pour les audiophiles, c'est clairement pas au niveau. Elles sont vendues beaucoup moins cher que les Google Glass, parce qu'elles étaient vendues 329 €, plus cher que les Snapchat qui étaient à $130. Elles ont pour elles un design classique, pour le coup. Elles ressemblent au modèle historique, iconique de les Wayfarers. C'est ça qui change tout, en fait. C'est ça qui change tout. Ce sont des lunettes. Ce sont des lunettes qui se fondent, en fait, dans la masse. C'est-à-dire que tu ne sais pas, voilà, il faut bien regarder pour se rendre compte que ce sont des lunettes connectées. C'est ça. Fait. Donc, tu avais 3 formes différentes. Tu avais 28 combinaisons au final entre les couleurs. Donc, tu pouvais te faire plaisir. Elles sont légères, elles pèsent 50 grammes. Donc, elles sont à peine plus lourdes que des Ray-Ban classiques. Donc tu pouvais piloter soit à la voix en disant « Hey Facebook, take a picture » ou alors via un petit bouton sur les broches, sur les branches plutôt. Tu pouvais prendre 500 photos, faire 30 vidéos de 30 secondes, donc des petites vidéos. Tu ne fais pas un film, mais l'idée c'était de partager sur Facebook. Le problème, c'est qu'il fallait que ce soit associé à Facebook. C'est vraiment Meta qui a, Facebook est désormais Meta qui a développé ça avec Ray-Ban. Donc c'est un environnement fermé. Bien sûr. C'était reproché à ces lunettes. L'autonomie n'est pas top, tu as 6 heures d'autonomie, donc tu ne vas pas passer une journée entière avec ces lunettes. Et en fait, la majorité des gens qui ont ces lunettes s'en servent comme des lunettes de soleil, toutes bêtes, puisque sur le The Verge, seuls 10% des possesseurs de ces lunettes s'en servent réellement. Ce sont des utilisateurs actifs. C'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire qu'en fait, les gens s'en servent comme une paire de lunettes traditionnelles. Voilà. Et ponctuellement, peut-être, quelques photos et vidéos, oublient même peut-être parfois les fonctionnalités. Moi, pour les avoir testées assez souvent, moi, je m'en sers pas mal pour passer des appels, parce que ça marche plutôt bien. La personne que tu appelles avec les lunettes t'entend bien, toi tu l'entends bien, et surtout ça te libère les mains, en fait. Donc tu peux passer des coups de fil en faisant autre chose, et ça c'est plutôt pas mal. Ils en auraient vendu à peu près 300 000 exemplaires sur cette première génération. Une deuxième génération sortira en septembre 2023, améliorée avec l'intégration l'IA de Meta, évidemment. Et désormais, Meta est de plus en plus présent dans ce secteur-là. Et Oakley, qui est aussi du même groupe, lancera des smart glasses sportives avec la capture vidéo en 3K et le suivi d'activité en partenariat avec Garmin. Ouais, donc ça, c'est vraiment plus pour les sportifs. C'est plus pour les sportifs. Notamment le ski, parce que là, ça prend... Et ça fait penser aux Action Cam, évidemment, qu'on connaît bien, des GoPro, par exemple. Et puis en septembre 2025, donc tout récemment, ils ont lancé les Ray-Ban Display. Là, pour le coup, c'est une évolution importante, puisque pour le coup, tu as un écran au niveau du verre droit qui s'affiche pour recevoir des notifications, des infos, des choses diverses et variées. Et l'autre nouveauté associée, c'est le bracelet, le Neural Band, qui permet de piloter les lunettes avec les signes des doigts. Et il semblerait, d'après les premiers essais qui ont été faits, notamment au CES, en janvier dernier, donc tout récemment, à ce que ce soit plutôt convaincant. Alors tu sais quoi, je les ai testés. Et donc j'ai testé ces lunettes avec le petit écran et avec le bracelet. Et il y a un truc qui est assez étonnant, c'est que, je ne sais pas comment ils font, mais ils arrivent à détecter en fait tous tes muscles du poignet. Et tu peux, par exemple, écrire des choses. Manuscritement, oui. Par exemple, tu reçois une notification WhatsApp et tu as un message WhatsApp qui apparaît sur tes lunettes. Tu y réponds en écrivant en fait ton message avec ton doigt. Et le bracelet qui est accroché à ton poignet va détecter ce que tu écris
et le retranscrire en fait en message WhatsApp. Et alors ? Et ça marche. Ouais. Alors, là, on se rapproche des Google Glass pour le coup, avec ce concept-là, donc ce produit. Elles sont vendues $800, donc elles sont relativement plus chères, mais malgré tout d'un coût raisonnable par rapport aux $1 500 des Google Glass. Globalement, les médias apprécient l'affichage lumineux et lisible, intégré directement dans les verres, et le bracelet est plutôt convaincant. On lui reproche une autonomie limitée. Là, on est au mieux dans les 4 heures, donc c'est quand même assez court. Pas assez d'applications tierces, toujours dans un système fermé. Le risque de fatigue oculaire qui fait toujours parler de lui. Alors, il semblerait qu'elle soit victime de son succès parce que tu ne peux pas l'acheter en Europe pour le moment. C'est sur liste d'attente. C'était prévu. Et en fait, Meta a décidé de ne pas les sortir en Europe parce qu'ils n'arrivent pas à fournir le marché américain. Voilà. Alors, on ne sait pas dans quelle mesure ils en produisent. Ouais. Donc ça, on ne le sait pas. Il semblerait même qu'elle ne se retirait peut-être pas du tout en Europe. Ouais. Donc voilà. C'est dingue. Le débat est ouvert. Alors pour les avoir testés, juste encore une chose, moi qui m'avait frappé, c'est que effectivement l'écran, c'est assez impressionnant parce que tu as un petit menu déroulant en couleur qui apparaît sur le verre de ta lunette. Mais comme c'est que d'un côté, moi j'avais tendance à loucher en fait. Et alors, est-ce que c'est une question d'habitude ? Mais si tu veux, tu as l'impression que finalement, comme l'information importante est déportée sur le verre droit, même ton œil gauche regarde en fait cet écran virtuel, et comme il est prêt, tu louches. C'est assez bizarre. Imagine les utiliser au quotidien. Pas comme ça, mais je pense que en fait, Meta travaille sur une nouvelle version avec 2 écrans. Ça réglera le problème en fait. Si on a 2 écrans, tu auras une lecture stéréoscopique qui sera beaucoup plus confortable. Dans tous les cas, on est au début de quelque chose. Donc, Google a planté une petite graine, on va dire. Bien sûr. On continue à travailler dessus. Selon IDC, les ventes ont atteint en 2025 entre 14 et 15 millions d'unités vendues à l'échelle mondiale. C'est pas mal, c'est peu et beaucoup à la fois en fait. On parle quand même d'un produit assez cher, d'une utilisation assez marginale pour le moment, donc ça émerge. Selon les projections, on sera à 40 millions d'exemplaires d'ici 2029, segment porté par l'IA évidemment, par la réalité augmentée. Et puis, il y a la rumeur court qu'Apple lancerait ses lunettes connectées. Samsung y travaille, Amazon y travaille. Ouais. Donc, quand les opérateurs majeurs vont arriver sur ce marché... C'est qu'il y a une raison quand même. Oui. Mais tout n'est pas réglé. Tout n'est pas réglé. On est au début de quelque chose, mais ils y travaillent forcément. Merci Christophe. Merci à toi. Voilà l'histoire des lunettes connectées. Tout commence dans les années 80. C'est dingue, cette histoire-là. Bien avant 2012. Voilà, et après accéléré par les Google Glass. Tu l'as bien raconté. Merci Christophe Joly. À très bientôt. Pour terminer ce De quoi je me mail, merci de nous avoir suivis, que ce soit sur BFM Business le week-end à la radio, à la télé ou en avant-première sur YouTube ou en podcast audio. Tiens d'ailleurs, si vous êtes en podcast audio, restez avec nous. Dans un instant, le petit module bonus qui arrive pour vous remercier de votre fidélité, de nous télécharger chaque semaine. On sera là, bien évidemment, pour tous les autres le week-end prochain. Salut à tous. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.